C'est parti, Martin. On va pouvoir y aller. Parfait. Le son est bon, vous m'entendez bien? Tout est excellent. Parfait. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents. Merci également là, à la campagne Roulons électrique, Équiterre et tous les collaborateurs pour rendre possible ces conférences. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler des déplacements en toute tranquillité d'esprit en véhicule électrique. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est de voir de quelle façon quelqu'un qui possède une voiture électrique en 2020 a une certaine, je devrais dire, facilité, si on compare avec avant, avec la recharge, qu'elle soit faite à la maison ou qu'elle soit faite sur la route, en vous proposant une multitude là, d'options. Et c'est ce qu'on va essayer de voir au travers de la présentation d'aujourd'hui. Donc, mon nom est Martin Archambault. Je suis délégué principal au développement des affaires à Hydro-Québec, à la direction de développement des transports, plus particulièrement là, l'équipe qu'on appelle le circuit électrique. Vous avez sans doute entendu le nom, qui est la marque pour le réseau de bornes de recharge publique là, qui est dirigé et géré par Hydro-Québec. Donc, aujourd'hui, je vais bien sûr parler des bornes publiques du circuit électrique, mais en fait, l'idée, c'est de faire un survol général de l'ensemble des capacités de recharge sur les différents véhicules électriques et de quelle façon on peut assurer une tranquillité d'esprit là, lorsqu'on se déplace partout au Québec avec nos véhicules électriques. D'entrée de jeu, peut-être démystifier certains éléments quand on parle de véhicules électriques. Il y a différents types de voitures actuellement disponibles sur le marché. Elles ne sont pas toutes considérées des voitures électriques et je veux simplement faire la distinction ce midi de façon à ce qu'on parle bel et bien tous de la même chose. Donc, il existe sur le marché différents types de voitures. Donc, la voiture à essence, bien entendu, en est une. Vous la connaissez. Donc, on fait le plein d'essence et on roule. C'est celle qui prend le plus de carburant pour entraîner un moteur électrique qui va faire tourner, un moteur à essence, pardon, qui va faire tourner les roues et on va avoir des émanations de pollution par le pot d'échappement. Ensuite, les hybrides. Donc, ça existe depuis, mon Dieu, une trentaine d'années, des véhicules hybrides. Hybride, ça veut dire à cheval entre les deux. Donc, on est à la fois à l'essence et à l'électricité. Donc, on le voit bien ici sur le schéma. On a un moteur à essence alimenté évidemment par de l'essence, couplé à un moteur électrique qui, lui, est alimenté par des batteries. Donc, ces batteries-là vont fournir de l'énergie au moteur électrique qui va venir assister le moteur à essence pour que le moteur à essence travaille moins fort dans certaines conditions. En fonction des véhicules, là, c'est un peu différent d'un véhicule à l'autre, mais par exemple, quand on monte une côte ou qu'on roule à basse vitesse, ben, le moteur à essence vient donner un coup de main, le moteur électrique vient donner un coup de main au moteur à essence, ce qui fait qu'on va utiliser moins d'essence un peu, donc on va également émettre un peu moins de pollution. Et ces batteries-là, on les recharge comment? Il n'y a pas de façon de les recharger avec une prise, là, c'est en roulant. Le moteur à essence va faire tourner le moteur électrique qui va retourner de l'énergie vers les batteries. Donc, par moment, les batteries envoient de l'énergie au moteur électrique qui va aider le moteur à essence. Et dans d'autres moments, le moteur à essence va faire tourner le moteur électrique qui va agir comme une génératrice et recharger les batteries. Ça, c'est les bonnes vieilles voitures hybrides qu'on a toujours eues sur nos routes là, depuis près d'une trentaine d'années. Ensuite, on a les modèles hybrides branchables. Donc, c'est la même chose que le modèle hybride dont je viens de parler, mais cette fois-là, en plus de recharger les batteries en roulant, on peut également les recharger en se branchant. Et l'avantage vient du fait qu'en branchant nos batteries, bien, on envoie de l'électricité que notre société d'État va nous vendre à un prix beaucoup moins cher que le prix nécessaire pour convertir de l'essence en électricité. Donc, bien entendu, on est sur la route, nos batteries s'en viennent faibles. On va recharger les batteries avec le moteur à essence qui va agir comme une génératrice. Donc, on va brûler de l'essence pour recharger les batteries pour nous permettre de continuer à rouler de façon hybride. Par contre, lorsqu'on arrive à la maison, on peut également recharger les batteries et cette fois-là, bien, ça va nous coûter moins cher de le faire comme ça. Généralement, les hybrides branchables parallèles de ce type-là bien, ont un peu plus de batterie que les hybrides tout court, donc on a un petit peu plus d'autonomie en tout électrique. On a une espèce d'entre-deux là, qui est l'hybride branchable série. C'est un peu ce qu'on retrouve sur les Chevrolet Volt, par exemple, où là, on entraîne les roues essentiellement uniquement avec un moteur électrique. Par contre, le moteur électrique va pouvoir être alimenté assez longtemps parce que quand les batteries s'en viennent faibles, il y a une génératrice à essence. Cette fois-là, c'est plus un moteur, c'est une génératrice
purement une génératrice à essence qui recharge nos batteries, nous permet de continuer de rouler 100% électrique. Donc là, on a des rendements qui est du genre 80-85 km en tout électrique. Et dès que nos batteries sont trop faibles au bout de 80 km, la génératrice embarque, recharge nos batteries, on peut continuer de rouler électrique. Par contre, on brûle de l'essence parce que notre génératrice va brûler un peu d'essence pour être capable de recharger les batteries. C'est un modèle compromis là, qui fonctionne très bien. Vint ensuite le tout électrique. Alors, cette fois-là, il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de moteur à l'essence. Il n'y a donc pas de plan B. Hein? C'est uniquement des batteries qu'on recharge sur une borne de recharge pour se donner de l'énergie dans nos batteries et on roule. Et quand on atteint le point où on a beaucoup moins, voire presque plus d'énergie dans les batteries, on doit arrêter en quelque part pour faire le plein à une borne de recharge, que ce soit à la maison ou ailleurs. Évidemment, c'est le type de véhicule qui est le plus économique au point de vue de l'énergie parce qu'on n'a aucune essence, on va être uniquement avec de l'électricité. Par contre, étant donné qu'on n'a pas de plan B, bien, ça prend plus de batterie pour se donner plus d'autonomie, pour être capable d'avoir une viabilité avec le véhicule qui est plus grande que 50 ou 60 km. Là, on a des véhicules qui ont une autonomie moyenne maintenant avoisinant les 350 km, voire un peu plus pour certains manufacturiers ou certains modèles. Ce qu'il faut savoir, c'est que du point de vue de la loi, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules électriques à autonomie prolongée ou encore les véhicules tout électriques, donc les trois de la droite, sont les seuls qui sont considérés comme étant des véhicules électriques. Là, si vous remarquez, le point en commun qu'il y a entre les trois, c'est la prise pour les brancher. Il faut être capable de brancher un véhicule pour qu'il soit considéré comme un véhicule électrique. Et par le fait même, avoir une plaque verte et avoir les bénéfices et les avantages qui viennent avec les véhicules électriques. Donc, quand on va parler de déplacement en véhicule électrique, on parle essentiellement de ces trois types de véhicules-là aujourd'hui. Si vous avez un véhicule hybride, c'est quand même très bien. C'est mieux qu'un véhicule purement à essence, mais s'il est hybride et non branchable, il n'est pas considéré par la loi comme un véhicule électrique et de ce fait n'a pas les privilèges et n'est pas concerné par les discussions dont qu'on va avoir aujourd'hui, puisqu'on parle de façon de brancher son véhicule. Et dans le cas de l'hybride pur, mais on ne peut pas brancher le véhicule, évidemment. Alors, lorsqu'on a un véhicule électrique, quelles sont nos options de recharge? C'est ce que je vais voir avec vous. Alors, les options de recharge sont les suivantes. Donc, quand on a notre véhicule, il faut savoir que le paradoxe de recharge est très, très, très différent. En fait, on a une façon d'utiliser notre véhicule qui est beaucoup plus proche d'un téléphone cellulaire, en fait, que d'un véhicule à essence. Hein. Je m'explique. Un véhicule à essence, vous roulez avec une journée, 2 journées, 3 journées, parfois même plusieurs semaines. Ça dépend du nombre de kilomètres que vous faites dans une journée, là. Et puis, au bout de, je ne sais pas, prenez un cas hypothétique, 2 semaines ou 1 semaine et demie, vous vous rendez compte que l'aiguille approche du E. Vous vous dites, j'aurai bientôt plus d'essence. Je vais aller à une station-service. Je dois y penser ce matin ou cet après-midi en revenant de travailler. Je vais arrêter, je vais faire le plein. Dans le cas d'une voiture électrique, c'est très différent parce que vous arrivez de travailler le soir, vous branchez votre voiture, vous rentrez en dedans, vous faites ce que vous avez à faire chez vous, vous vous couchez, puis le lendemain matin, vous repartez, votre véhicule est plein. Donc, tous les matins, quand vous partez, votre véhicule est toujours plein. Ça veut donc dire que votre station-service s'est rendue votre résidence. En fait, la très grande majorité des recharges que l'on fait sur un véhicule électrique, on les fait, devinez où, à la maison ou au travail, mais principalement là, pour les gens qui peuvent s'installer une borne à la maison, là, c'est à la maison que ça se passe. Et pour vous donner une idée, avez-vous idée du pourcentage des recharges qui vont se faire à la maison? Bien, on estime que pour 90% des recharges, ces recharges-là se feront à la maison. Ça veut dire que 9 recharges sur 10, c'est chez vous que ça se passe. Donc, première constatation, quand on a une angoisse face à la possibilité de se recharger, il faut savoir que ne vous angoissez pas pour plus que 10% du temps parce que 90% de vos recharges, vous les ferez à la maison. Bien entendu, ça peut varier. Il y a des gens qui travaillent beaucoup sur la route, qui font beaucoup de déplacements. Pour eux, ça sera peut-être moins que 90% à la maison. Ils vont faire un pourcentage de recharge à l'extérieur qui va être plus grand. Et pour d'autres, comme moi, par exemple, c'est plus 95% de mes recharges qui sont à la maison. 90%, c'est une moyenne. Ça veut donc dire que 90% du temps, c'est à la maison ou quelquefois, quand on a la chance d'avoir des bornes au travail que ça se passe. Sur la route ou dans des endroits publics, il ne reste qu'environ 10% du temps pour se charger, 10% des fois où on va se charger à ces endroits-là. Donc là, je veux tout de suite mettre ça en perspective parce qu'on a souvent l'angoisse, oui, mais j'en vois pas de borne de recharge. Premièrement, il y en a beaucoup, je vais vous le montrer tantôt,
Mais sachez que contrairement à une station-service sur laquelle vous dépendez pour faire le plein, donc il y en a partout parce que vous n'avez pas d'option. C'est à une station-service que vous devez aller pour faire le plein. Une voiture électrique, ce n'est pas dans une station spécialisée que ça se passe, c'est chez vous. Vous n'avez donc plus besoin, autant qu'avant, d'arrêter dans un endroit spécialisé. Quand vous vous chargez à la maison ou au travail, vous allez faire ça avec des bornes de niveau 2. Je vous explique ça dans quelques instants, mais grosso modo, ça va vous donner quelque chose comme 35, parfois un petit peu plus, là, entre 35 et 40 km d'autonomie par heure de recharge. Donc, pendant une nuit complète, là, où vous branchez votre auto en revenant de travailler, puis vous repartez le lendemain matin, vous êtes minimalement 10-12 heures à la maison, vous avez suffisamment de temps pour vous donner entre 300 et 400 km d'autonomie de recharge dans votre auto. Donc, pour la très grande, voire la quasi-totalité des cas, vous rechargez totalement votre voiture pendant la nuit, voire même pendant votre quart de travail, basé sur le principe que de toute façon, quand vous allez travailler, que vous revenez pas avec le véhicule vide, vous revenez avec le véhicule qui va y rester encore une charge résiduelle qui va être quand même assez grande. Dans mon cas, je vais travailler, je suis sur la rive-sud de Montréal, je vais travailler à Montréal, je reviens, et puis il me reste encore le 2/3 de ma batterie, donc j'ai besoin de peut-être 2 heures de recharge, puis ma batterie est complètement pleine pour le lendemain. Donc, c'est essentiellement à la maison et au travail que ça se passe. On cherche ça comment? On cherche ça avec de deux façons différentes. La première, sachez que dans un véhicule électrique vient un petit chargeur, une petite borne de recharge portative de niveau 1, qu'on appelle de niveau 1. Des bornes de niveau 1, c'est des bornes qui fonctionnent sur une prise à 120 volts et une prise normale, une prise électrique qu'on a sur le côté de la maison dans laquelle on va brancher n'importe quel appareil électrique, là. C'est une borne de dépannage parce que elle n'est pas très puissante. Elle est là pour vous donner un coup de main si vous êtes pris quelque part. Elle va vous charger avec une puissance d'1,6 kW. Ça veut dire que ça va vous prendre au-delà d'une quinzaine d'heures pour charger une batterie de voiture de taille moyenne, par exemple. Évidemment, vous ne pouvez pas dépendre de ça au quotidien. Ce n'est pas assez puissant dans la très grande majorité des cas, à moins évidemment que vous utilisiez votre voiture une fois par semaine. Vous êtes certain que vous avez le temps de la recharger entre les utilisations. Mais pour quelqu'un qui utilise une voiture à tous les jours, ce n'est pas assez rapide. Mais ça peut vous dépanner. Vous partez de la maison, vous allez passer le week-end au chalet du beau-frère dans les Laurentides, par exemple. Vous estimez que vous avez assez d'autonomie pour vous rendre chez le beau-frère, mais pas assez pour revenir. Bien, pas de problème. Vous prenez cette petite borne portative-là, vous vous branchez sur une prise électrique à l'extérieur du garage du beau-frère. Vous êtes là pour le week-end, vous avez en masse le temps de vous charger. Vous revenez à la maison, sans aucun problème, votre voiture sera pleine. Mais je vous répète, c'est beaucoup plus une borne de dépannage occasionnelle qu'une borne à utiliser sur une base quotidienne. Ce que l'on conseille, c'est de s'installer à la maison une borne de niveau 2, comme les bornes publiques dont je parlais tantôt, les bornes qu'on a au travail à la maison, c'est ça. Donc, c'est des bornes qui sont sur le 240 volts, qui fonctionnent avec un circuit généralement d'une trentaine d'ampères. Ça va vous permettre de vous recharger à une puissance d'environ 7 kW, ce qui veut dire que vous allez recharger votre voiture avec une puissance beaucoup plus grande que tout à l'heure, quoi. C'est au moins 5 fois plus fort que tout à l'heure. Vous allez charger votre batterie ça va varier entre 4 et peut-être 8 heures, tout dépendant de la taille de votre batterie de véhicule. Ça veut donc dire que en revenant de travailler, basé sur le principe que votre voiture n'est pas complètement déchargée, il n'y a aucun problème à la charger pendant la nuit. Puis dans la très grande majorité des cas, même si elle était complètement déchargée, vous allez être quand même branché pendant la nuit, pendant au moins 8 heures, ce qui fait que vous allez avoir une batterie complètement chargée le lendemain. Nous vous conseillons fortement l'acquisition d'une borne de recharge à la maison. Les gens qui ne le font pas, qui n'en achètent pas des bornes de niveau 2, finissent par le regretter. Surtout l'hiver, la charge est un peu plus longue quand il fait froid et c'est là qu'on se rend compte là, que d'avoir une bonne borne installée à la maison, ça fait toute la différence. Il y a d'excellents produits fabriqués et distribués ici au Québec. La Heavy Duty à gauche en est une, la borne Flow que vous voyez à droite en est une autre. Celle du milieu est une borne allemande. Là. Je vous conseille il y a d'excellents produits québécois avec des entreprises d'ici, excellents services et aussi on tient compte du fait qu'il fait froid ici l'hiver. Donc les câbles, le pistolet, le câble, le fil qui est quand même assez gros sur une borne fabriquée au Québec conserve une meilleure flexibilité par temps très froid, ce qui permet d'utiliser là, ces bornes-là avec le maximum de plaisir hiver comme été. Quand vous allez faire le plein à la maison, sachez que ça va vous coûter environ 6 à 7 fois moins cher par kilomètre parcouru qu'avec de l'essence. C'est-à-dire que votre coût en énergie, là, que ce soit de l'essence pour une voiture à essence ou de l'électricité pour une voiture électrique, ça vous revient 6 fois moins cher.
Et tout le calcul sur la rentabilité d'un véhicule électrique vient de là, c'est-à-dire que vous savez que le véhicule électrique coûte à l'acquisition un peu plus cher, mais il va coûter immensément moins cher à utiliser au quotidien. C'est là qu'on va rentabiliser le fonctionnement. 6 fois moins cher, ça fait en sorte qu'on estime que l'utilisateur de véhicules électriques moyen va voir sa facture électrique annuelle parce qu'il va se charger, je vous ai dit tantôt, 90% du temps à la maison. Donc, il va tirer plus d'électricité avec sa voiture qu'avant qu'il ait sa voiture électrique. Il faut considérer entre 300 et 350 $, tout dépendant de l'utilisation du véhicule, de plus par année. Donc, 325 pour faire un chiffron, 325 $ de plus d'électricité par année, mais combien de milliers de dollars d'essence de moins par année? Donc là, l'essence est vraiment pas chère, mais généralement, on parle d'une facture annuelle là, qui est tout près de 2 000 $ par année pour un véhicule à 8 litres au 100. Donc, évidemment, ça devient facilement avantageux de rouler à l'électricité quand on le voit de cette façon-là. Sachez qu'il y a une subvention provinciale pour l'achat d'une borne de recharge de 600 $, ce qui fait que sous présentation des preuves au gouvernement là, avec le programme Rouler électrique, vous aurez un crédit qui vous sera retourné, là, un chèque qui vous sera retourné de 600 $ sous présentation de preuves là, d'acquisition d'une borne de recharge pour votre véhicule électrique. Il y a également des bornes de recharge au travail. De plus en plus d'entreprises installent des bornes au travail et le gouvernement subventionne également via un programme les entreprises qui veulent en faire l'installation. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises, petites, moyennes et grandes, qui installent des bornes disponibles pour leurs employés. Ça permet donc à quelqu'un qui peut, généralement, quand on s'achète un véhicule, on va l'acheter avec l'autonomie suffisante pour aller travailler et revenir. Mais dans certains cas, les gens ne peuvent pas installer de borne à la maison parce qu'ils demeurent dans des endroits, par exemple, où c'est pas possible d'installer une borne parce que c'est un bloc appartement, le propriétaire veut pas, ou encore on est dans un condo et puis l'assemblée, le regroupement des propriétaires refuse pour l'instant parce que plusieurs ne connaissant pas ça, bloque un peu, puis là, on n'est pas capable de faire installer notre borne. Quand on a des bornes au travail, on est capable de se débrouiller. Puis c'est un peu le même principe. On arrive le matin, on se branche, on fait notre quart de travail, on ressort après notre quart de travail, la voiture est bien pleine. Et en plus, tout ça, c'est fait là, sur l'électricité là, au travail. Et puis, on peut se retourner à la maison, revenir le lendemain et recommencer le même processus. Donc, évidemment, c'est sûr, c'est plus simple quand on a une borne à la maison, mais il y a de plus en plus d'alternatives quand on veut être capable de se brancher là, et de faire le plein de notre véhicule. Il y a évidemment une multitude de bornes de recharge publiques, c'est-à-dire des bornes qui sont dans des endroits pour vous dépanner, pour vous aider. Donc, si vous êtes en déplacement et que vous avez besoin de vous charger ou encore que vous n'avez pas la possibilité de vous charger à la maison ou au travail et que vous voulez aller dans un endroit public, il y a énormément de bornes distribuées un peu partout sur le territoire québécois et ailleurs, soit dit en passant. Les bornes publiques sont généralement ressemblent à l'image qui est projetée actuellement. Donc, c'est un espèce de poteau, souvent bleu. Là, le circuit électrique, c'est nous qui avons le plus de bornes. Vous en avez souvent vu probablement. Et les réseaux partenaires ou concurrents ont aussi des bornes qui ressemblent étrangement à celles-là. Et le principe est relativement simple. Il s'agit de s'abonner. Je vais vous donner les détails dans quelques instants. Puis, ça vous permet d'utiliser, moyennant des frais, évidemment, d'utilisation, mais qui demeurent néanmoins amplement en deçà de ce que ça coûterait rouler avec une voiture à essence. Vous pouvez vous recharger dans des endroits publics, faire le plein de votre véhicule quand vous êtes au restaurant, quand vous êtes au cinéma, au théâtre, vous êtes dans un stationnement incitatif de l'AMT, vous êtes dans un stationnement sur une borne de rue parce que de plus en plus de villes installent des bornes pour les citoyens. Vous pouvez faire le plein d'électricité dans votre véhicule et puis repartir l'esprit en paix. Donc, c'est des alternatives de recharge qui sont de plus en plus disponibles un peu partout. Je veux également vous parler des bornes de recharge rapide, ce qu'on appelle les bornes de recharge niveau 3 ou bornes de recharge en courant continu. C'est des bornes un peu plus grosses, ça donne un gros frigidaire bleu ou blanc. C'est quelque chose qu'on ne peut pas installer à la maison, malheureusement. Ça prend une infrastructure électrique avec des tensions, des puissances plus grandes que ce qu'on a pour alimenter une maison. On a ça dans des endroits publics, soit dans des lieux commerciaux ou industriels.
Et ça va vous permettre de vous charger là, non plus à 40-45 km par heure de recharge, mais dans le cas d'une borne à 50 kW, par exemple, à 240 km par heure de recharge. Dans le cas d'une borne plus puissante avec des bornes de 100 maintenant kilowatts, vous allez pouvoir vous charger à tout près de 500 km par heure de recharge là, en supposant que votre véhicule est capable de prendre 100 kW pendant la durée de votre recharge. Donc, ce sont des bornes qui sont généralement utilisées dans des endroits où vous allez être en déplacement le long des autoroutes, par exemple, dans l'entrée des villes, dans des haltes routières. Elles vont vous permettre d'arrêter, de vous charger 10, 15, 20, 30 minutes et que très rapidement, vous allez être capable de mettre 100, 200 km d'autonomie dans votre véhicule puis d'être capable de poursuivre votre route pour vous en aller au prochain endroit. Il y en a de plus en plus au Québec. Je vais vous montrer une petite carte qui vous illustre un peu là, la progression des bornes de niveau 2 à 240 volts au fil du temps et des bornes rapides au fil du temps, en sachant que maintenant, au moment où on se parle, il y a plus de 400 bornes rapides au Québec, là, tout réseau confondu, et plus de 5200 bornes de niveau 2. Donc, quand on pense qu'il n'y a pas de bornes, il y en a souvent plus qu'on pense. Il y a beaucoup de villes, dont la ville de Montréal, où le nombre de bornes au total dépasse le nombre de bornes de stations-service disponibles. Il y a plusieurs rues à Montréal où, aux 2 ou 3 intersections, il y a des bornes de rues installées là. Et sur le tableau qui est représenté en bas, là, il s'est caché un peu, là, mais vous voyez des petites icônes oranges de bornes et des petites icônes vertes. Et les icônes oranges, c'est des bornes rapides, donc les bornes à 400 volts là, qui rechargent votre véhicule plus rapidement. Vous voyez qu'il y en a quand même un peu partout. Ils sont dispersés un peu partout sur le territoire. Évidemment, de façon plus accrue le long des grands axes routiers comme l'autoroute 20, l'autoroute 40, l'autoroute 10, mais également dans certaines régions ou certaines routes secondaires qui permettent d'accéder à des régions du Québec de façon à assurer la capacité des électromobilistes de se déplacer en toute quiétude dans l'ensemble des régions du Québec. Donc, ça vous permet de vous charger avec quoi? Une vitesse de 240 km par heure de recharge ou 60 km par 15 minutes, par exemple. Donc, si vous arrêtez 15-20 minutes, vous allez vous redonner quoi? 60 à 80 km d'autonomie supplémentaire dans votre véhicule pour vous permettre de poursuivre votre route. Donc, c'est une façon de faire le plein plus rapidement et d'assurer là, votre capacité de déplacement, alors que les bornes de niveau 2, qui sont des bornes qui prennent plus de temps, sont plus des bornes de destination. Donc, vous vous branchez là avant d'aller dans un spectacle. Vous allez être là pendant plusieurs heures, par exemple, ou pendant votre quart de travail, ou pendant la nuit à la maison. Ce n'est pas des bornes où vous allez attendre devant la borne. Vous vous branchez puis vous allez faire d'autres choses. Alors que la borne rapide, vous êtes là pendant un plus court laps de temps. Donc, normalement, vous restez à proximité du véhicule. Vous pouvez, bien entendu, si vous êtes près d'une station-service ou d'un dépanneur, puis vous vous branchez, vous pouvez aller vous achetez un sac de chips puis quelque chose au dépanneur, mais vous ne restez pas là très longtemps parce que vous allez remplir votre véhicule quand même assez rapidement. Donc, c'est des bornes qui sont prévues pour des durées de recharge plus courtes lors de longs déplacements. Et sauf de rares exceptions, maintenant, les sites de bornes rapides ne sont plus composés d'une seule borne. On en met souvent 2, voire même 4 et bientôt un peu plus. Donc, c'est un peu comme des stations-service. Elles se retrouvent en plus grande quantité pour vous assurer, surtout aux endroits où il y a beaucoup d'achalandage, que si vous arrivez sur le site et qu'il y a déjà 1 ou 2, dans le cas où là, ici, il y a 4 bornes, là, 1 ou 2 voitures sont déjà en recharge, mais vous avez encore des bornes disponibles pour être capable de faire le plein. Donc, ça assure une plus grande disponibilité et ça permet de faire en sorte que vous êtes certain de pouvoir charger votre véhicule et de rouler là, en toute quiétude. Donc, vous n'avez pas... Évidemment, les premières années, on commençait à mettre des bornes, il y en avait beaucoup moins. Les gens étaient inquiets. Ils se disaient, si j'arrive à la borne et que cette dernière est déjà en utilisation, on sait que les gens sont là, 15, 20, 30, 40 minutes. J'ai été obligé d'attendre qu'elle se libère pour se charger. Bien entendu, nous, au circuit électrique, on fait une vérification, une vigie constante de l'utilisation des bornes et dès qu'on constate, par exemple, que sur un site, le taux d'utilisation des bornes dépasse un certain seuil, donc qu'on risque d'avoir des files d'attente, on va augmenter le nombre de bornes pour assurer à ce moment-là qu'il y a un service impeccable pour les consommateurs et on va avoir une plus grande probabilité de disponibilité de bornes au moment où vous arrivez. Bien entendu, c'est pas quelque chose qui est infaillible, tout comme une station-service à essence, d'ailleurs, vous pouvez arriver et que les pompes sont toutes en utilisation, vous devez attendre un peu. Mais sur une station-service de 4 ou 6 pompes,
C'est la même chose que sur une station de recharge, comme vous voyez là, avec 4 bornes. Si vous arrivez et que les 4 sont en utilisation, il y a très peu de chances que les 4 véhicules viennent juste d'arriver. Il y en a probablement un qui est là depuis une demi-heure, un autre qui est là depuis 20 minutes, l'autre qui est là depuis 5 minutes, puis l'autre qui est là depuis 3 minutes. Celui qui est là depuis 20 ou 40 minutes, il est probablement à quelques minutes près de partir et la place va se libérer. Donc, il y a une rotation et il y a très peu de chances d'attendre très longtemps dans un contexte comme celui-là. Maintenant, évidemment, vous vous posez sûrement la question, ça coûte combien faire le plein du véhicule? Vous pouvez évidemment à la maison faire des calculs puis vous dire, bon, on paye quoi avec les taxes? Environ 10 sous le kilowattheure. Donc, vous approximez vos recharges. Tantôt, j'ai dit que ça vous coûterait entre 325 350 $ par année environ pour 9 recharges sur 10 faites à la maison. Mais en déplacement, ça va vous coûter combien? Alors, le coût est le suivant. Sur des bornes de niveau 2, donc des bornes standards de niveau 2 là, le long des rues ou encore dans les stationnements de certains commerces, vous allez payer, il y a 2 façons de payer, mais mettons la façon la plus courante, là, c'est 1 $ de l'heure facturé à la minute. Donc, si vous êtes branché pendant 2 heures sur la borne, ça va vous coûter 2 $. Si vous êtes là pendant 1 heure et demie, ça va vous coûter 1 $. Si vous êtes là pendant 8 heures, que votre voiture se recharge pendant 4 heures puis qu'elle est pleine, mais puisque vous restez branché pendant 8 heures, même si la recharge est terminée, vous allez quand même être facturé 8 heures. Donc, vous êtes facturé non pas à l'heure de recharge, mais à l'heure d'utilisation de la borne, que cette dernière est terminée ou non de recharger votre véhicule. Le but est fort simple, c'est de faire en sorte que quand vous êtes sur une borne et que vous avez fini de l'utiliser, bien, vous vous déplaciez pour laisser la place disponible à un prochain électromobiliste qui pourra lui aussi se brancher et faire le plein. Donc, si vous vous branchez devant une borne, que vous faites le plein pendant 2 heures, mais que vous restez branché pendant 15 heures parce que vous êtes en visite chez quelqu'un puis vous restez là couché, bien, vous allez payer 15 heures d'utilisation de la borne, soit 15 $. C'est quand même pas très cher, soit dit en passant, si on compare avec les coûts de parcomètre et de stationnement généralement. Donc, c'est des places qui sont réservées pour les véhicules électriques qui se charge. Donc, si vous n'avez pas à vous charger, normalement, vous ne vous branchez pas là. Si vous ne voulez pas avoir de contravention, de toute façon, vous devez brancher votre véhicule. Sinon, il y a une loi qui fait en sorte que vous aurez une contravention en fonction des règles là, de sécurité routière. Il y a aussi une autre possibilité. Il y a certaines bornes qui, plutôt que d'être tarifiées à 1 $ de l'heure, sont tarifiées à 2 $ par recharge, peu importe la durée de la recharge. Ça va être le cas dans des stationnements incitatifs, par exemple, où vous branchez votre véhicule puis vous n'avez pas la possibilité de le débrancher après la recharge. Si vous prenez le train à Saint-Lambert pour aller travailler à Montréal, ben c'est clair que si vous branchez votre voiture là, vous en avez pour minimum 8 heures, là, même probablement plus proche de 10. Le déplacement pour vous rendre au bureau, votre 8 heures de travail, puis votre déplacement pour revenir à la voiture. Donc, à ce moment-là, ça vous coûterait 2,50 $ à taux fixe pour la recharge. C'est toujours inscrit sur la borne. C'est une borne qui va vous coûter 1 $ de l'heure facturé à la minute ou 2,50 $ à la recharge, à taux fixe à la recharge. Quand vous allez vous brancher sur une borne rapide, donc c'est un service plus haut de gamme, ça vous coûte plus cher, c'est 11,78 $ facturé à la minute. Donc, si on arrondit là, pour faire des calculs, on dit une douzaine de dollars de l'heure, ça veut dire que ça vous coûte 6 $ la demi-heure, ça vous coûte 3 $ le 15 minutes. Mais évidemment, vous allez vous charger beaucoup plus vite, vous avez besoin de rester là beaucoup moins longtemps. Donc, quelqu'un qui veut se redonner un 120 km d'autonomie va rester là pendant quoi? À peu près une demi-heure. Donc, ça devrait lui coûter aux alentours de 6 $ là, pour se donner ce 120 km d'autonomie supplémentaire-là dans son véhicule. C'est certain que dans tous les cas, le scénario le plus économique, c'est celui de se brancher à la maison. C'est le scénario dans lequel l'électricité va vous coûter le moins cher. C'est pas un service public, c'est de l'électricité que vous payez sur votre compte d'électricité mensuel. Mais évidemment, les bornes publiques sont à coût très avantageux si on les compare au coût de l'essence pour se déplacer sur les routes. L'utilisation de ces bornes-là est très simple. Dans la très grande majorité des cas, et c'est le cas avec les bornes du circuit électrique, il y a des
deux façons d'utiliser la borne et d'enclencher une recharge. Évidemment, il faut brancher là, la borne dans notre véhicule, bien entendu, mais pour déclencher, pour donner la permission à l'appareil de vous envoyer de l'électricité, vous pouvez d'une part utiliser une petite carte qui est comme une carte comme on voit sur l'écran. Là, quand vous vous abonnez, vous pouvez commander votre petite carte qui vous permet de déclencher la recharge. Comment ça fonctionne? C'est que par Internet, vous allez mettre de l'argent sur cette carte-là. Par exemple, vous allez mettre hypothétiquement 40 $ sur votre carte. Et si vous déclenchez la recharge à l'aide de votre carte et que vous branchez pour une durée qui fait en sorte que ça va vous coûter 3 $, mettons, sur une borne rapide, bien, 3 $ sera débité de votre 40 $ que vous avez mis sur la carte. Il va vous rester 37 $ pour vos prochaines recharges. Et quand vous approchez de zéro, vous recevez une notification qui vous dit qu'il est temps de remettre des sous sur votre carte et vous pouvez continuer à l'utiliser de cette façon-là. L'autre façon qui est peut-être plus avantageuse dans certains cas parce qu'elle donne plus de possibilités, c'est une application mobile qui vous permet, à partir de l'application, de repérer les bornes de recharge à proximité d'où vous vous trouvez. L'application va vous identifier à l'écran généralement la borne à côté de laquelle vous vous trouvez ou les bornes à côté desquelles vous vous trouvez. Vous pouvez directement, à partir de l'application, démarrer la recharge qui va venir chercher les sous là, sur votre compte de la même façon qu'avec la carte. Et vous pouvez, à ce moment-là, à partir de l'application, suivre votre recharge. Donc, si vous êtes dans une réunion, vous pouvez voir, vous êtes rendu à combien de pourcentage de recharge, etc., à combien d'argent. Donc, vous voyez en temps réel là, le montant qui s'accumule, le temps et le pourcentage de recharge de votre batterie, ainsi que la quantité d'énergie là, qui est transférée vers votre véhicule. Donc, c'est souvent une façon très prisée par les gens d'utiliser nos services puisque ça donne plus de possibilités, plus de vues sur ce qui est en train de se passer avec votre véhicule. Vous recevez également des notifications pour dire que votre véhicule a été chargé, ce qui vous permet d'aller le débrancher, donc d'arrêter de payer puis de laisser la place à quelqu'un d'autre qui pourra se brancher subséquemment. Alors voilà. On a depuis 2 jours, c'est tout frais, c'est tout chaud. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de faire la mise à jour pour ceux qui avaient déjà l'ancienne application. Mais on a une nouvelle application beaucoup plus performante qui vient d'être lancée, ainsi qu'une nouvelle version de notre site web là, qui est en concordance avec les nouvelles fonctionnalités, le nouveau look de cette application-là. Donc, beaucoup plus facile de s'inscrire, beaucoup plus de personnalisation et d'informations possibles à l'écran. Donc, vous avez plusieurs façons d'utiliser l'application. Vous avez des notifications. Par exemple, vous pouvez demander à l'application de vous avertir quand votre véhicule atteint 50 % de charge, 60 % de charge, 80 % de charge. C'est complètement paramétrable de votre côté. Vous pouvez également le mettre en fonction du temps. Vous pouvez dire « Avertis-moi quand ça fait… Je vais me charger pendant 30 minutes, donc avertis-moi quand ça fera 30 minutes » ou peu importe. Là. Donc, vous avez un parfait contrôle des paramètres de personnalisation, des alertes sur votre application. Plus facile de repérer les bornes, de voir les bornes qui sont en utilisation, qui ne le sont pas. Vous avez également une fonction très intéressante dedans qui est un planificateur de trajet amélioré qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Ça vous permet de demander à l'application, par exemple, vous partez de Montréal et vous voulez aller, je dis n'importe quoi, à Gaspé, de vous faire un itinéraire qui va vous suggérer des arrêts aux bornes de recharge sur votre chemin en tenant compte de votre modèle de véhicule, du pourcentage de charge que vous avez à votre départ, du pourcentage de recharge que vous voulez avoir au minimum lors de vos arrêts, des dénivelés du terrain, de la météo. Donc, un paquet de paramètres comme ça qui vont être mis en ligne de compte, du taux d'utilisation des bornes en fonction de l'heure. Vous voyez également sur l'application, en fonction des heures de la journée, là où il y a plus d'affluence aux bornes et là où il y en a moins. Ce qui fait que vous pouvez avoir une idée, par exemple, quand vous arrivez dans une région où vous avez 2 possibilités d'endroits où aller vous charger, bien, vous pouvez regarder les 2 sites et voir quel site est le plus utilisé en fonction de l'heure et vous dire, bien, je vais aller sur celui le moins utilisé pour me donner le plus de chances que les bornes soient disponibles, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont nouvelles dans cette application-là et qui devraient faciliter grandement vos trajets. Je vous conseille de l'essayer, étant donné qu'il y a de l'intelligence artificielle. L'autre chose là-dedans, c'est que les algorithmes vont s'améliorer, vont tenir compte des prédictions et de la réalité et vont améliorer les prédictions. Plus on l'utilise, plus le planificateur devient performant et précis dans ses planifications.
Il y a également une adaptation de l'application qui lui permet d'être en pleine évolution des technologies. Donc, on va déployer très bientôt sur le territoire différents modèles de bornes de recharge, des modèles à 25 kW, des modèles à 100 kW. Donc, ces bornes-là seront clairement identifiées dans l'application et ça va être facile de repérer les différents modèles de bornes rapides et de choisir celle que vous voulez et d'être capable de l'utiliser correctement, autant directement sur la borne avec votre carte qu'avec cette application-là qui va vous permettre d'utiliser le plein potentiel des nouvelles technologies qui seront déployées très bientôt dans les prochains mois au Québec. J'en ai parlé tantôt, donc le planificateur de trajet intelligent, donc qui tient compte de l'autonomie du véhicule, du niveau de charge de départ, de la température, des dénivelés, des statistiques d'utilisation et plein d'autres informations actuelles et à venir. Donc, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre que vous puissiez faire le plein au bon endroit, au bon moment. Donc, encore là, on parle aujourd'hui de se déplacer en véhicule électrique en toute tranquillité, avec l'esprit exempt de tout stress lié au fait qu'on va être capable ou non de se recharger. Donc, l'application va être capable de vous montrer l'ensemble des bornes de recharge sur votre déplacement, vous suggérer les meilleures pour arrêter en fonction d'un degré de confort qui vous convient. Donc, vous êtes moins stressé et vous acceptez de vous recharger quand il reste uniquement 10 % de charge dans votre véhicule, mais peut-être que pour faire un déplacement entre Montréal et Baie-Saint-Paul, ou l'île aux Coudes, vous pouvez arrêter simplement une fois. Par contre, vous avez une tolérance au risque un peu moins grande, puis vous dites, moi, quand il va rester 30 % de charge, je veux tout de suite aller me charger, plutôt que de vous faire arrêter là où moi, ça vous montre dans l'exemple qui est à l'écran, il va peut-être vous faire arrêter 2 fois, moins longtemps, mais il va vous assurer que vous ne descendez jamais en bas de 30 %. Donc, vous pouvez paramétriser le système pour vous assurer de rester dans un niveau de confiance. Et le système, si vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune idée là, de ce que vous devriez faire, vous lui dites tout simplement, je pars du point A, je m'en vais au point B, je pars charger à tel pourcentage et là, lui, il va s'assurer de vous donner sur votre route les meilleurs endroits où arrêter pour assurer la recharge de votre véhicule dans des conditions optimales. Donc, c'est un outil de plus qu'on met à votre disposition pour votre tranquillité d'esprit. Sachez également que le stress lié à l'autonomie des véhicules s'est beaucoup amoindri au fil des années puisque, bien entendu, les autos ont de plus en plus d'autonomie. Il y a 5 ans, une voiture avait en moyenne à peu près 120 km. Là, peu importe ce que le manufacturier annonçait dans les faits, là, ça allait rarement en haut de 120 km. À quelques exceptions près, bien entendu. Il y a 5 ans, il y avait des Tesla qui avaient plus d'autonomie que ça, là, mais je parle de façon moyenne. 2018-2019, on jouait dans les 200-250 km d'autonomie. Et maintenant, les nouveaux modèles 2020 et plus, beaucoup, pas tous, mais beaucoup offrent 320 km et plus d'autonomie. Évidemment, ça peut varier un peu d'un modèle à l'autre. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as 320 km d'autonomie versus 120 km, un Montréal-Québec ne représente plus le même niveau d'anxiété. Avec une voiture qui a 120 km, il faut arrêter 2 fois minimum faire le plein. Surtout, en plus, s'il fait froid, l'hiver, il faut arrêter un petit peu plus souvent. Avec une voiture qui a plus de 320 km d'autonomie, on n'a plus à se poser la question. On part de Montréal plein, puis on arrête quand on est rendu à Québec. On n'a pas besoin d'arrêter en chemin. Donc, vous comprenez que ça change énormément le niveau de stress. Si on fait des très longs voyages, ça fait en sorte qu'on arrête moins souvent. On peut arrêter moins souvent parce qu'on a plus d'autonomie. Il y a une règle de base qui n'est pas un calcul savant, puis écoutez, j'ai pas fait breveter cette formule-là, mais j'utilise souvent parce que je pense que c'est une règle du pouce qui vous donne une bonne indication. L'autonomie que vous avez besoin pour votre véhicule doit être au moins 2 fois vos déplacements quotidiens moyens. Donc, si vous allez travailler et que chaque jour, vous dites à moi en moyenne, je vais prendre mon cas personnel, là, 80 km par jour, vous devez avoir un véhicule qui a au moins 160 km d'autonomie pour être certain que dans tous les cas, vous n'aurez pas besoin de vous recharger ailleurs qu'à la maison. Donc, si vous avez une voiture qui a 160 km d'autonomie, puis vous allez travailler, vous faites l'aller-retour en 80, même quand il fait froid, même quand vous faites un détour parce que vous avez des courses à faire cette journée-là, vous ne serez pas mal pris. Ce n'est pas une absolue. Puis si vous avez une borne de recharge à votre travail, bien évidemment, vous pouvez couper ce calcul-là en deux parce que vous pouvez charger à la fois à la maison et au travail. Mais moi, je dis souvent, si vous avez 60 km à faire par jour, votre voiture doit avoir au moins 120 km. Maintenant que les voitures ont au moins 320 km d'autonomie, une voiture neuve,
Ça veut donc dire que vous devriez travailler à quoi? À plus de 160 km de la maison, faire votre aller-retour pour que ça soit critique. Donc, à moins que vous travailliez à plus de 160 km de la maison, une voiture neuve qui a 320 km d'autonomie ne devrait pas vous causer de problème sur vos déplacements moyens quotidiens. Donc, le niveau de risque lié à l'autonomie, aux besoins de recharge sur la route sont beaucoup moins grands aujourd'hui, donc en 2020, qu'ils ne l'étaient il y a à peine 5 ans, ou voire même 1 an ou 2 où l'autonomie était de 50 là, plus petite ou à peu près que ce que c'est actuellement. Donc, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup la dose de stress potentielle. Je vous montre ici un déplacement typique sur l'autoroute 20 entre Montréal et Québec. Et ce que vous voyez là, c'est les bornes de recharge rapide qui se trouvent le long de cette autoroute-là. Donc, quelqu'un qui partirait de Montréal et s'en irait à Québec, par exemple, 15 km après être parti, il y en a une à Boucherville. 11 km après, il y en a une à Sainte-Julie. 13 km après, il y en a une à Belleuil. 20 km après, il y en a une à Saint-Hyacinthe. Voyez-vous, le plus gros trou, là, Saint-Louis-de-Blanford, Laurier Station, 50 km. Il n'y a jamais plus que 50 km entre les bornes. Donc, si vous partez avec une voiture qui a 120 km d'autonomie ou 200 km d'autonomie ou 300 km d'autonomie, il n'y a aucun problème à faire de déplacement. Il y a suffisamment de bornes disposées le long des autoroutes. Et là, j'aurais pu le faire avec l'autoroute 40. Il y en a un petit peu moins sur l'autoroute 40, mais il y a des nouvelles bornes qui s'en viennent là, dès cette année. C'est un peu le même principe. Donc, en fonction de toutes ces bornes-là, surtout si vous utilisez le planificateur de trajet de notre nouvelle application, l'outil va vous suggérer le ou les endroits, ou peut-être aucun endroit si vous avez une auto qui a 320 km d'autonomie. Vous n'avez même pas besoin d'arrêter pour vous en aller à Québec, là. Mais si vous avez une auto qui a moins d'autonomie que ça va vous dire où arrêter pour être certain que vous pouvez faire le plein rapidement. Puis, tu sais, si vous avez une auto qui a 240 km d'autonomie, puis que vous allez à Québec, vous allez avoir besoin d'arrêter une fois et probablement 5 minutes? 10 minutes parce que vous allez vous donner suffisamment d'autonomie pour vous rendre à Québec et d'être capable après ça de vous brancher sur une borne de destination pendant votre réunion, votre spectacle ou peu importe la raison qui vous amène dans la capitale nationale. Dans les prochains mois, viendront des nouvelles bornes de recharge, je l'ai dit tantôt, de 25 kW et de 100 kW. Les bornes de 25 kW, c'est des bornes, en fait, les deux types, 25 et 100, c'est des bornes différentes, mais adaptées à des besoins différents. Une borne de 25 kW, ça peut vous donner jusqu'à 150 km d'autonomie par heure de recharge. C'est des bornes qui sont adaptées aux endroits où on arrête, mais de façon un peu plus longue que le long d'une autoroute. Si vous êtes dans un centre d'achat et que vous allez magasiner pendant 1 heure ou 2, si vous êtes dans une salle de cinéma, vous allez être là pendant 1 heure et demie ou à peu près. Si vous êtes là dans une salle de spectacle, même chose, 1 heure et demie peut-être. Bien, une borne rapide, c'est trop rapide. Vous devriez, si vous ne voulez pas être facturé pour rien, au bout de 40 minutes, sortir pour aller vous débrancher. Alors qu'une borne de niveau 2, elle, aurait besoin de 4 heures peut-être pour faire le plein de votre véhicule. Alors, une borne de 25 kW, c'est idéal. Le cas typique, là, vous êtes arrêté dans votre restaurant, votre rôtisserie préférée, manger une petite cuisse de poulet. Bien, vous ne voulez pas arrêter, sortir, vous débrancher entre la soupe et le repas principal. Donc, vous vous branchez sur une borne de 25 kW. Et étant donné que c'est moins puissant, donc ça prend plus de temps, ça permet aussi aux infrastructures électriques de supporter plusieurs bornes. Donc, on peut mettre plusieurs bornes de 25 kW là où on aurait mis une seule borne ou 2 bornes de 50 kW, par exemple. Donc, c'est un besoin différent et ça répond à un besoin différent. Les bornes de 100 kW, elles, c'est des bornes plus puissantes. Donc là, bien adaptées pour les déplacements rapides le long des autoroutes. Là, on va être capable de charger, si la voiture est capable de prendre cette puissance-là, là, il y en a très peu actuellement qui sont capables, jusqu'à 480 km d'autonomie par heure de recharge. Vous comprendrez que c'est 2 fois plus puissant qu'une borne de 50 kW. Donc, ça peut théoriquement, et j'insiste sur le théoriquement, charger 2 fois plus vite. Dans les faits, ça ne sera pas 2 fois plus vite parce que très peu de voitures vont en haut de 50 kW et celles qui vont en haut de 50 kW vont soit très peu en haut de 50 ou vont en haut de 50 pendant très peu de temps avant de redescendre en bas de 50. Mais néanmoins, on sait que ça s'en va vers là. Les voitures vont être de plus en plus adaptées à des puissances plus grandes. Donc, on va commencer dès cet été à déployer très rapidement d'ailleurs des bornes de 100 kW là, pour être capable de recharger pour les voitures qui le permettent à des puissances plus grandes. Donc, dans les haltes routières, le long des autoroutes, ce serait des endroits privilégiés où ces bornes-là pourraient être déployées.
Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions et je veux pouvoir être capable de répondre au maximum de questions. Je résumerai en vous disant 90 de vos recharges risquent de se faire à la maison. Donc, en partant, votre anxiété de pouvoir se charger ou le risque lié à vos déplacements, c'est pas plus que 10 du temps, première des choses. Donc, on remet chaque chose dans son contexte. Pour les recharges que vous ne ferez pas à la maison ou au travail, le Québec est un leader en Amérique. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie dernièrement qui a démontré que c'est au Québec qu'il y a le plus de bornes de recharge publique par capita en Amérique. Donc, vous êtes chanceux. On est vraiment, comme on dit souvent à la blague, et sur ce point-là, on est encore mieux que la Californie. On dit souvent, on est la Californie du Nord, mais on est encore mieux sur le nombre de bornes de recharge par capita. Donc, profitez-en. On a beaucoup d'infrastructures de recharge au Québec. Nos bornes sont disponibles, sont fiables. Elles tapissent les endroits névralgiques afin d'assurer aux Québécois un approvisionnement en électricité lors de leur déplacement, que ce soit à destination sur la route, de façon assez simple et sans tracas. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de répondre à un maximum de questions qui ont été posées. Je vais aller voir la liste des questions. J'ai une question d'Ariane qui dit « Pour éviter de payer pour une recharge inutile, si la recharge est complétée sur des bornes de niveau 2, est-ce qu'il existe quelque chose pour être avisé quand la recharge est finie? » Oui, Ariane, l'application permet de nous indiquer, vous voyez en temps réel le niveau de votre charge et vous pouvez paramétriser des alertes qui vont vous indiquer que votre recharge a atteint son maximum ou le seuil que vous aurez mentionné. Vous pouvez également vous mettre une alarme à 80 60 ou alors après une heure, une demi-heure, ou encore une notification quand votre charge est complétée. Donc, oui, vous pouvez être avisé, éviter d'avoir des surcharges. Monsieur Jarry, est-ce bon de décharger la quasi-totalité de la batterie occasionnellement? Non, je dirais non. Oui et non. C'est-à-dire que c'est pas mauvais, mais c'est pas nécessairement bon non plus. En fait, on fait souvent le parallèle entre les autres types de batteries qu'on connaît et les batteries de voitures électriques. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la technologie utilisée dans les batteries de véhicules électriques, là, oui, c'est du lithium-ion comme on a dans par exemple, dans des batteries pour des ordinateurs portables ou des cellulaires, mais il y a une électronique, il y a une gestion de la recharge qui est beaucoup plus avancée et performante. Donc, il y a des systèmes qui permettent de maintenir les batteries avec les cellules équilibrées, avec un niveau de fonctionnement qui est optimal. Donc, c'est pas nécessaire, c'est pas dommageable. Si vous le faites de temps en temps, c'est pas plus grave qu'il faut, mais il y a pas, tu sais, il y en a qui disaient, ben moi, quand je reviens de travailler, il me reste encore 60 de ma batterie, donc j'utilise 3 jours avant de la charger. Fine, mais vous pourriez aussi la brancher à tous les soirs en revenant, puis ça ne serait pas dommageable. Est-ce que les bornes de niveau 3 sont nuisibles pour la batterie de la voiture? Non, c'est pas nuisible, c'est pas plus nuisible, surtout avec les voitures modernes. Sur les anciennes voitures, en fait, ce qui est dommageable, c'est pas qu'elles soient de niveau 3, c'est la chaleur. Une recharge plus puissante ferait théoriquement chauffer plus la batterie. Maintenant, les batteries sont thermorégulées ou encore ont des systèmes électroniques de gestion qui empêchent la batterie de devenir trop chaude. Donc, les systèmes qui gèrent les batteries vont l'empêcher de devenir trop chaude et de se dégrader. Donc, ce n'est pas dommageable de l'utiliser, votre borne niveau 3, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il y a le défunt Théo Taxi n'utilisait à peu près que des bornes de niveau 3 et le niveau de perte de capacité du véhicule en fonction du temps était vraiment négligeable comparativement à des voitures qui ne se chargent jamais sur des bornes niveau 3, donc sur des voitures récentes et modernes, là, donc je dirais post-2013, 2014, il n'y a aucun danger. Une question de Mario qui demande si ça affecte la durée de vie de la batterie si on la recharge toujours à 100 à la maison. La réponse, c'est oui et non. Certains recommandent de ne pas dépasser 80 c'est-à-dire que oui, il ne faut pas recharger à 100 tout le temps. Par contre, sachez que certains véhicules vous indiquent 100 alors qu'ils sont en bas de 100. Tesla, par exemple, quand ils vous disent 100 c'est 100 donc Tesla va recommander de charger à 80 pour éviter d'être toujours à 100. Mais si vous avez une Nissan Leaf, si vous avez une Kia Soul, quand on vous indique 100, elle n'est pas à 100, elle est en bas de 100. Donc, vous pouvez charger à 100 parce que le 100 indiqué dans le véhicule est en réalité peut-être un 95 ou un 93 Donc, le véhicule se donne une marge de manœuvre. Donc, la réponse, c'est en fonction du type de véhicule que vous avez ou de la marque de véhicule que vous avez, ça peut différer, mais pour la quasi-totalité des véhicules, à l'exception de Tesla, il n'y a aucun problème à charger à 100 sachant que le 100 n'est pas un vrai 100 voilà. Une question de Christian qui existe. Il existe un commutateur
qu'on peut placer derrière une cuisinière qui sert de switch pour pouvoir charger votre véhicule niveau 2 alors que notre panneau électrique est complet. En fait, c'est pas une switch comme c'est un adaptateur là, qui permet de connecter les bornes de niveau 2. Là, ça peut venir avec différents connecteurs électriques, là, que ce soit une prise de sécheuse ou une prise de soudeuse. Et il se vend des adaptateurs pour être capable de vous brancher effectivement dans un connecteur là, 240 volts de sécheuse ou de four ou de soudeuse. Ça va se vendre dans les magasins électriques ou encore les boutiques qui vendent des bornes de recharge vendent souvent ces adaptateurs-là. Quelle est la carte la plus universelle, circuit électrique, flow ou autre? En fait, universelle, il faut savoir qu'au Québec, il n'y a quand même pas des dizaines de réseaux, là. La carte du circuit électrique vous permet de vous brancher sur le circuit électrique et sur les réseaux partenaires avec qui il y a des ententes d'interopérabilité. Pour l'instant, il y a le réseau Flow avec qui on est interopérable. La carte du réseau Flow va vous permettre également de vous brancher sur le réseau Flow et le circuit électrique, ainsi que ChargePoint. Il n'y a pas beaucoup de bornes ChargePoint au Québec. En fait, il n'y en a presque pas. Il y en a un peu plus là, ailleurs qu'au Québec. Mais tout comme Flow et le circuit électrique, c'est l'interopérabilité, c'est un concept qui est en pleine évolution et vers laquelle, je pense, l'ensemble des manufacturiers ou les entreprises de réseau de recharge devront s'en aller. Donc, pour l'instant, c'est assez équivalent, quelques petites nuances près, mais c'est appelé à se développer beaucoup dans les prochaines années. Donc, j'imagine que la plupart des cartes vous donneront accès à la plupart des réseaux. L'idée ne sera pas de savoir quelle carte prendre pour l'accès au réseau. C'est déjà assez semblable et ça sera encore assez semblable. C'est plutôt de vous poser la question, quelle application vous donne le plus de bénéfices ou d'avantages? Et pour l'instant, de façon un peu chauvin, je pourrais vous dire que je donne un tout thumbs up à notre nouvelle application. Une question ici, est-ce que le circuit électrique serait intéressé à avoir un tarif privilège pour une entreprise avec plusieurs véhicules électriques? Il faut savoir que le circuit électrique, c'est un réseau de bornes de recharge qui est réglementé, contrairement au réseau privé. Nos tarifs sont déterminés par le gouvernement. On n'a donc pas la pleine latitude sur ce genre de décision-là. Maintenant, il n'y a rien qui est exclu, mais pour l'instant, il n'y a pas de plan là, de faire ce genre de privilège-là, mais c'est le genre de truc qui peut être discuté à plus haut niveau. Est-ce que la recharge avec la borne rapide se limite à 80 %? Non, elle ne se limite pas à 80 %. Nous suggérons fortement de la limiter à 80 % par contre. Évidemment, ça varie d'un véhicule à l'autre, mais il faut savoir que sur une borne rapide, la recharge des véhicules ralentit lorsque l'on atteint des niveaux de charge qui excèdent certains pourcentages. Donc, généralement, à partir de 60 % ça se met à ralentir. Rendu à 80 % sur plusieurs modèles de véhicules, ça l'a tellement ralenti que ça ne vaut pas la peine de continuer à payer le tarif de la borne rapide parce que la recharge est beaucoup plus lente. Pour d'autres véhicules, ça va être plus haut, 85, 86, 87 %. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Vous devez juste savoir que passer 80, 85 %, probablement que l'efficacité de votre recharge n'est plus optimale et que ça ne vaut pas la peine de rester là. Mais ce n'est pas dangereux de le faire. Est-ce que c'est dans les plans de circuit électrique de commencer à installer des BRCC de 100 kW au lieu des 50 kW installés précédemment? J'ai répondu à ça tantôt, oui, mais pas au lieu, je dirais en plus. Donc, on va encore avoir des 50 kW. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité des véhicules sur le marché actuellement ne supportent pas en haut de 50 kW ou ne le supportent pas beaucoup. Il faut savoir que si c'est des bornes plus puissantes, normalement, ça devrait coûter plus cher aussi la minute. Donc, il y a très peu d'avantages pour beaucoup de gens à aller sur une borne plus rapide qui ne sera pas beaucoup plus rapide ou ne le sera pas très longtemps. Donc, on va encore installer des 50, mais on va aussi installer des 100, ce qui va laisser le choix au consommateur de la vitesse à laquelle ou la puissance de borne qu'il veut choisir. Et en fonction des performances de son véhicule, ça sera au consommateur de choisir s'il préfère se charger sur une borne plus puissante qui coûtera plus cher ou moins puissante qui va coûter moins cher. Donc oui, on commence ça très prochainement, prochains jours, prochaines semaines. Et il y aura aussi des 25 pour les raisons évoquées précédemment. Question de Vincent. Aurez-vous des bornes 800 volts pour la Taycan, par exemple? On va bien sûr suivre l'évolution technologique. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui se chargent de ces puissances-là. Oui, la Porsche le fait. Il y a des véhicules aussi comme la Jaguar I-Pace. Mais la
quasi-totalité ne va pas là. Sachez que nos bornes, comme les bornes de 100 kW, c'est des bornes qui ne sont pas à 400 volts. Pour aller à 100 kW, on est plus proche du 600 volts déjà. Donc, on va déjà, oui, déployer des bornes à 600 volts pour être capable d'avoir du 100 kW très bientôt. 800 volts, c'est la suite logique. Oui, on va en avoir. On va faire des tests. On va commencer à tester certaines technologies pour voir vers où on va s'en aller. On va suivre. On n'ira pas plus vite que ce que le marché est capable de prendre. Il faut comprendre aussi que ça ne sert à rien d'investir des sommes dans de l'équipement qui ne pourra pas être utilisé, mais soyez assurés que le circuit électrique est et suit toutes les technologies. On sait exactement ce qui existe, ce qui s'en vient, puis on va s'assurer d'être au rendez-vous. Quel pourcentage de charge une auto peut-elle perdre en 8 heures de non-utilisation en été ou en hiver moyen? Il faut savoir que les voitures, oui, peuvent perdre un peu de recharge. En été, c'est très, très, très négligeable. Très négligeable. Là. Moi, j'ai observé sur ma voiture l'été passé 2 % de perte en 2 semaines. Fait que pas branché. Je n'étais pas branché, puis en 2 semaines, j'ai perdu 2 % L'hiver, sachant que le véhicule va utiliser la batterie pour maintenir cette dernière chaude et en fonction de certaines fonctionnalités du véhicule, ça peut varier énormément d'une marque de véhicule à l'autre. Donc, je ne m'avancerai pas sur des chiffres, ça varie trop. J'ai entendu dire que ces voitures se déchargent rapidement quand elle est presque vide et très lentement rendue à un certain pourcentage. Donc, si on a une grande route à faire, il faut attendre d'être le plus vide possible avant de se charger. Oui, en fait, bon, cette question-là, si je la résume, le véhicule se charge plus vite quand il est déchargé, quand il est très déchargé à une borne rapide. Puis comme j'ai dit tantôt, quand on dépasse 50-60 % sur une borne rapide, ça ralentit la charge. Donc, il est plus avantageux de se brancher sur une borne rapide entre 0 et 50 % de charge qu'entre 50 et 100 % de charge. Donc, oui, c'est vrai. Lorraine demande, est-ce qu'il y a des bornes dans le reste du Canada? Bien sûr, le reste du Canada aussi met des bornes, mais vous savez que le reste du Canada est historiquement un peu moins porté vers l'électricité et les énergies propres que le Québec. Il y en a donc moins, à l'exception peut-être de la Colombie-Britannique qui est assez bien fournie. L'Ontario s'en vient pas pire aussi. Les maritimes se développent tranquillement. Le milieu, c'est un peu plus pénible. C'est des provinces historiquement un peu plus portées vers la production et le pétrole. Mais oui, il y en a. Si vous regardez sur les applications qui permettent de repérer les bornes, vous verrez qu'il y en a. Quelle est l'utilisation optimale de recharge pour préserver la longévité sur un PHEV? PHEV, c'est une hybride branchable. Doit-on la conserver entre 20 à 80 % malgré la très petite autonomie de la batterie? Comme je vous ai dit tantôt, il y a très peu d'avantages de jouer à maintenir la batterie dans des pourcentages de recharge. Les technologies qui entourent les véhicules maintenant s'occupent elles-mêmes d'optimiser l'ensemble des paramètres pour donner la longévité maximum à votre véhicule. Donc, si vous avez un PHEV, moi, je me préoccuperais pas trop de ça et je passerais mon temps plutôt à apprécier les bénéfices que me donne mon véhicule. José demande quelle est la vision au niveau des projets ministériels pour les campings? Est-ce qu'il y aura une obligation pour les propriétaires de camping d'installer des bornes à l'accueil sur les terrains? Écoutez, je peux difficilement répondre à cette question-là. Je ne travaille pas pour le gouvernement. Ça reste que je serais très surpris qu'on oblige les gens à mettre des bornes, tout comme on n'oblige pas personne à mettre des stations-service. Plusieurs campings en ont, soit dit en passant, parce que je fais du camping et j'utilise des bornes. Plusieurs permettent aussi aux électromobilistes de brancher leur véhicule, certains gratuitement, d'autres moyennant des frais. Maintenant, il faut comprendre que c'est des entreprises privées et que les campings peuvent décider d'en mettre ou de ne pas en mettre, mais pour ce qui est d'une loi, on va laisser les législateurs les faire. Moi, je ne peux pas trop me prononcer. Marc nous demande, serait-il possible qu'un jour, le circuit électrique puisse offrir la location d'adaptateurs Tesla CHAdeMO pour les déplacements pendant les vacances? Il n'y a rien d'impossible, ce n'est pas dans les cartons, mais il y a déjà le Club Tesla qui fait la location et l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec, qui a un programme de prêt et de location d'adaptateurs à prix modique. Donc, je vous suggère de regarder ces avenues-là, mon cher Marc. Benoît, quelles sont les limites géographiques de l'application intelligente? Actuellement, l'application fonctionne avec les bornes de façon optimale avec les bornes qui sont connectées à l'application, c'est-à-dire toutes les bornes de circuit électrique et des réseaux partenaires. Évidemment, c'est appelé à s'étendre de plus en plus.
Je vais prendre une dernière question parce qu'on est déjà rendu à presque 13 heures. David nous demande pour les condos avec stationnement extérieur, quels sont les organismes pour aider les syndicats de copropriété? Il y a de l'information à cet effet sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec. Il y a également des organismes ou des entreprises qui se sont spécialisées dans l'accompagnement de propriétaires de condos et de véhicules électriques, de façon à préparer des dossiers qui seront déposés à l'Assemblée de condos et d'augmenter les chances que le projet soit accepté. Il faut savoir qu'il y a des solutions technologiques maintenant disponibles qui font en sorte que les autres propriétaires de condos qui n'ont pas de voiture électrique, ça va faire en sorte qu'ils ne seront pas pénalisés. Ils n'auront pas à payer pour votre véhicule électrique. Souvent, c'est ça que les gens ont peur, c'est de payer de l'électricité pour une voiture électrique qu'ils n'ont pas. Il y a des solutions maintenant qui permettent de faire en sorte que ce n'est pas le cas. Donc, il faut bien monter son dossier. Mais si vous allez faire un tour sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec et que vous faites des recherches sur la recharge en condo, vous aurez accès à de l'information et des liens vers les entreprises qui permettent de vous aider. Alors voilà, je pense que ça fait le tour de plusieurs questions qui ont été posées. J'espère que ça a évidemment répondu à un besoin et à plusieurs questions que vous pouviez avoir aujourd'hui. Évidemment, vous avez peut-être des questions qui subsistent, donc je vous invite là, à faire le tour de l'ensemble des ressources qui sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. Évidemment, le circuit électrique, l'Association des véhicules électriques du Québec, Roulon électrique sont toutes des références en électromobilité pour vous donner toute l'information dont vous avez besoin et faire en sorte que vous puissiez avoir toute la bonne information quand va venir le temps de faire le choix de votre véhicule électrique si vous ne l'avez pas encore. Donc, en mon nom, au nom du circuit électrique et de Roulon électrique, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.